Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live talk organisé avec l'OPI, l'Office de la promotion des industries et des technologies, où les entreprises romandes partagent leurs expériences sur la reprise des activités et les nouvelles réalités du numérique, et puis répondent à vos questions. Alors nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous Philippe Lambinet, CEO de Cogito Instruments. Philippe, bonjour. Bonjour Delphine, bonjour à tous et à toutes. Alors, Cogito Instruments est une start-up deep tech qui développe et commercialise des systèmes d'intelligence artificielle décentralisés pour l'industrie et puis s'applique dans 3 domaines d'activité, donc l'inspection visuelle, la robotisation et la maintenance prévisionnelle. Tout à fait. Cogito Instruments a été touché de plein fouet par la crise. Quel est l'état actuel de la situation, Philippe ? Alors oui, on a été touché de plein fouet effectivement, puisqu'on était en mars en train de finaliser notre série A, comme on dit, donc d'investissement, avec des venture capitalistes français et suisses. Et puis l'arrivée du Covid a fait que les VC ont eu une réaction finalement assez compréhensible, c'est de dire on va garder nos liquidités pour protéger les sociétés dans lesquelles on est déjà investi. Et on ne va pas faire de nouvelles affaires avec des nouvelles sociétés tant qu'on ne sait pas où on va. Et donc, en fait, notre série A n'a pas pu se faire. Donc, c'est un premier coup dur. Et puis, bon, c'est la double peine. Il y a un double effet, c'est-à-dire que les clients aussi se sont retrouvés dans une situation un peu tendue et donc ont soit retardé des projets aussi par la force des choses, parce qu'on ne pouvait plus faire de visites d'usine, on ne pouvait plus faire de réunions face à face. Et donc un certain nombre de projets ont été retardés. J'espère qu'ils vont redémarrer, je pense, à la rentrée en septembre, parce que tous ces projets-là, ils ne sont pas morts. Mais bon, donc c'est effectivement l'état de la situation. Ouais, on souffre de cette absence d'investissement et puis des retards des projets clients. Et puis, par contre, il faut toujours essayer de trouver un côté positif dans tous les obstacles. Ça nous donne du temps pour mieux avancer sur un certain nombre d'autres projets, sur notre technologie, sur nos produits, et donc d'être encore plus prêt à la rentrée quand l'effet Covid sera un peu atténué et qu'on pourra redémarrer les affaires. Voilà, donc en gros, voilà notre situation. En tant que start-up, justement, comment vous avez réussi et comment tu gères le quotidien ? Est-ce que vous avez obtenu des soutiens financiers de l'État, par exemple ? Oui, alors la gestion du quotidien, c'est qu'effectivement, on amène les dépenses aussi près de zéro que possible. Mais bon, on ne peut pas les amener à zéro parce qu'il faut quand même avancer sur un certain nombre de projets. Donc, quand on est une start-up deep tech, il faut dépenser de l'argent en R&D pour avancer. Une start-up qui n'avance pas, c'est une start-up qui meurt. Donc, on est bien obligé de continuer à dépenser un peu d'argent. Alors, on a eu une première aide, le premier prêt Covid de 50 000 francs qui a été... Alors ça, c'est une aventure incroyable. C'est en fait de faire une demande et puis 48 heures après d'avoir l'argent sur le compte en banque. J'avoue que j'ai été surpris par l'extraordinaire efficacité du système à ce moment-là. Bon, depuis, il y a un deuxième plan d'aide qui est en cours de réalisation, où donc on a, via la FONGIP, fait une demande d'aide supplémentaire. Cette demande est toujours en traitement, donc là, le process est un peu plus long, ce que je comprends d'ailleurs aussi, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas attribuer de l'argent des contribuables du canton et de la Confédération aussi facilement que ça. Donc il faut un certain nombre de précautions et de garde-fous qui sont en place, et c'est très bien. Et donc là, notre dossier, merci à la FONGIP d'ailleurs de nous avoir, bien qu'on ne soit pas une start-up FONGIP, merci à la FONGIP de nous avoir aidé à établir ce dossier. Et puis le dossier, il a été transmis à InnoSuisse, donc à Berne, et ensuite il est de retour dans le canton. Et donc on attend que ça passe toutes ces étapes-là. Bon, on est très optimiste et on pense qu'on va obtenir ces aides, mais voilà, donc on est dans ces process-là. Heureusement qu'on avait quand même de quoi tenir tout ce temps-là, parce que c'est vrai que depuis mars, eh bien, on tient le coup, on touche du bois et on avance.
Au niveau de ton équipe, tout le monde, enfin, tu n'as pas dû faire de licenciement ou autre. Vous êtes tous ensemble. Alors, on a aussi bénéficié, j'aurais dû en parler d'ailleurs, on a aussi fait des demandes pour les RHT. On commence pour nos ingénieurs, effectivement, depuis fin mai, on a commencé à toucher un peu de RHT. Les gens, évidemment, ils ont travaillé de chez eux, donc ça a eu un impact sur la productivité, mais à aucun moment on a stoppé quand même l'activité, heureusement, et on n'a pas eu besoin de se séparer de nos collaborateurs. Et donc ça, c'est bien. On a fait une demande de RHT aussi pour les dirigeants, dont on attend le résultat. Bon, encore une fois, on essaye de diminuer le burn rate au maximum, de manière à tenir le plus longtemps possible, le temps que le business redémarre. Et puis on continue quand même, c'est important d'avancer sur les projets, sur la R&D fondamentale de la société. Encore une fois, c'est vraiment le plus important. Alors justement, selon toi, quels sont les impacts à moyen terme du Covid-19 dans l'industrie? Et puis peut-être que tu peux parler, je ne sais pas, des projets de recherche et développement que tu es en train de faire. Tout à fait. Alors, on vient de le dire, l'impact à court terme, il est douloureux. L'impact à moyen terme ou à long terme, il semble évident pour tout le monde que le Covid aura une influence sur la manière dont l'industrie se positionne. Donc avec le raccourcissement des supply chains, probablement le rapatriement d'un certain nombre de productions sur le sol proche, suisse ou européen, afin d'éviter de dépendre de contrées lointaines, éventuellement bloquées par des virus futurs. Et donc, il nous semble que l'impact pour Cogito à moyen terme, il sera extrêmement positif. D'abord à cause de ce rapatriement d'activités industrielles. Deuxièmement, à cause de l'automatisation. Donc, si on rapatrie des choses en Europe ou en Suisse, clairement, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire il faut le faire avec la capacité de continuer à faire marcher les usines, même si les techniciens, les spécialistes doivent rester à la maison pour cause de Covid 20, 21, 22, 23 dans les années futures. Et donc, il faut inventer des systèmes plus autonomes, plus automatisés, où l'expertise humaine est quand même toujours utile, mais elle est utile pour former des machines. Et donc, ça, c'est en plein dans notre cœur de métier. Et donc, nous, on voit en fait l'effet Covid comme étant douloureux à très court terme, mais extrêmement prometteur à moyen terme. Et on le voit quand on parle à nos clients, quand on parle aussi, on continue de parler à des investisseurs potentiels. Je crois que cette façon de penser qu'on avait nous déjà, puisqu'on poussait pour l'automatisation, on poussait pour des technologies qui permettent d'avoir des machines de plus en plus autonomes, on voit que ce discours maintenant, il résonne encore plus chez nos interlocuteurs. Ouais, donc tu observes vraiment un changement des mentalités dans le milieu de l'industrie qui est plutôt conservateur. Oui, il y a déjà des industriels, on en rencontre fréquemment, qui avaient déjà cette façon de penser, qui avaient déjà réfléchi, et on voit d'ailleurs qu'ils passent la crise mieux que les autres. Ceux qui avaient déjà anticipé, qui avaient déjà des processus assez automatisés, qui avaient déjà cette façon de permettre à leurs employés de faire du télétravail, on voit que ceux-là, ils sont beaucoup plus résilients. Et ils passent la crise sans autant de douleur que les autres. Alors, ils ont quand même des difficultés parce que leurs clients achètent moins, mais au moins, ils n'ont pas de difficulté à maintenir leur activité industrielle, à livrer leurs clients, à continuer à faire fonctionner leur supply chain. Donc, c'est une démarche qui était déjà dans la tête de certaines entreprises, mais là, c'est une démarche qui est en train de se généraliser parce que c'est une question de survie, quoi. Je pense que la nécessité fait loi, et donc les gens qui aujourd'hui sont dans des difficultés critiques, ça les force en fait à se remettre en question, et ça les force à évoluer. Donc pour Cogito, c'est une bonne chose. Alors justement, pourquoi les industriels doivent intégrer les outils numériques? Quels sont les défis aujourd'hui, mais surtout les avantages qu'elles peuvent avoir? Oui, vaste question. Il y a des problématiques évidemment de productivité,
d'efficacité. Il y a des problématiques qu'on vit dans des pays à coût de main-d'œuvre important. Et donc clairement, l'automatisation, ce n'est pas un luxe, c'est une chose absolument nécessaire si on veut maintenir une activité industrielle localement. Et puis il y a d'autres paramètres en fait. C'est pas que la baisse des coûts, c'est l'augmentation de la qualité aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'industries et là on peut aller je sais pas moi, des crayons à papier jusqu'aux bouteilles de shampoing en passant par l'industrie horlogère, où en fait énormément de contrôles sont faits par échantillonnage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérations dans une industrie de production où on ne contrôle pas à 100% toutes les pièces. Et puis ça, pourquoi on fait comme ça ? Parce que ça coûte trop cher de contrôler à 100%. Et donc ça, c'était déjà une tendance assez lourde avant la crise, où on se disait il faut petit à petit qu'on aille au 100%. Pour aller au 100%, on ne peut pas embaucher trop de techniciens parce que ça coûte trop cher. Et donc il va falloir automatiser un certain nombre d'étapes de contrôle, de manière à passer d'un contrôle par échantillonnage à un contrôle à 100%. Et donc ça, c'était déjà une demande avant. Et puis, avec le Covid, finalement, ça devient encore plus urgent et ça pousse encore une fois à l'automatisation. Donc ça fait partie de la digitalisation. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans la digitalisation. Il y a le contrôle des processus, il y a la maintenance prévisionnelle des machines, il y a tout ce qui est supply chain, contrôle, etc. Donc il y a énormément d'opérations qui peuvent être digitalisées pour avoir plus d'efficacité, plus de qualité, plus de prédictabilité, désolé pour ce néologisme. Et puis aussi, les entreprises se posent des questions fondamentales, en fait, de dire, mais elle est où ma valeur ? Et parce que on a de la compétition mondialisée, on a des gens qui font un peu la même chose sur tous les continents, et donc il faut que chacun se pose la question où est ma valeur ajoutée, où est mon expertise, où est ma secret sauce, comme disent les anglo-saxons, en quoi je peux me différencier de mes compétiteurs. Et finalement, très souvent, la réponse c'est l'expérience, c'est les données, la collecte des données. C'est la façon de traiter ces données et d'en créer de la valeur à partir des données. Donc, tout ce concept de digitalisation, il vient de là, en fait. Il vient du fait que les données, ça représente une valeur. Je ne sais plus qui a dit que les données, c'était le nouveau pétrole. Mais c'est comme le pétrole, en fait. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur en soi. Une fois qu'il est transformé en d'horribles choses comme du plastique ou de l'essence, etc., ça a une valeur. Mais les données brutes, ça n'a aucune valeur. Il faut savoir les raffiner, en quelque sorte. Et donc, raffiner les données, c'est ça la digitalisation. Et c'est ça qui apporte de la valeur. Alors, heureusement, les données, si on les traite bien en local, avec peu d'énergie, ça ne pollue pas, contrairement au pétrole. Cela étant, les données, c'est un peu notre discours à nous, c'est les données traitées dans le cloud, ça représente déjà 25% de la consommation d'énergie d'électricité du monde. Donc, ça pollue, en fait, les données, si on fait n'importe quoi avec. Et donc, nous, on arrive en expliquant aux gens que leurs données, ils peuvent les traiter chez eux, ce qui a un avantage écologique, entre guillemets, et qui a aussi un avantage de rapidité et puis de contrôle de ses propres données et de protection de sa propriété intellectuelle. Parce que si on envoie ces données chez X, Y ou Z, on ne sait jamais trop ce que X, Y ou Z vont en faire. Et donc, en Chine ou aux États-Unis, parce que c'est là qu'il y a les plus gros data centers. Et donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait avec les données. Et donc, on essaye, nous, d'aider des entreprises à mettre en place des systèmes où ils peuvent traiter leurs données chez eux. Et donc, la digitalisation, il faut se méfier. C'est à la fois un outil extraordinaire de productivité, de qualité, de contrôle, de valeur, etc. Ça peut être un formidable outil d'espionnage industriel aussi, si on ne sait pas ce qu'on en fait, quoi. Donc, il faut faire très attention. Et donc, nous, c'est un peu ça qu'on prêche vis-à-vis du marché. C'est de dire, vos données, elles sont précieuses, elles représentent une grosse partie de votre valeur, et faites très attention à la manière dont vous les traitez. Voilà, c'est une longue réponse à ta question, mais le domaine de la digitalisation, c'est un domaine très complexe qui touche tout, en fait. Qui touche la valeur des entreprises, qui touche l'emploi, l'employabilité, encore un néologisme, qui touche beaucoup de choses.
Et finalement, tous les aspects d'une entreprise sont touchés par la digitalisation. C'est un peu ce que je... Et puis, comment les entreprises peuvent s'y prendre justement pour aller dans ce processus de digitalisation, sachant qu'on est dans une période aussi compliquée financièrement et puis qu'il faut aussi des commandes clients à produire? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent entrer en jeu. Déjà, elles peuvent avoir en elles-mêmes une réflexion qui coûte pas cher, qui est de se poser et puis de regarder sur quelles données ces entreprises travaillent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rationaliser, automatiser, etc. Et donc, il y a des choses qui sont en fait de faire un état des lieux qui ne coûtent pas grand-chose. On peut se faire aider par des consultants payants ou pas chers comme l'OPI, comme Alpacity, comme Platine, etc. Donc il y a des coachs un peu pour ce genre de choses qui existent et qui coûtent presque rien. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a la chance d'être en Suisse, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des mécanismes comme InnoSuisse, par exemple, qui permettent de monter des programmes avec des universités et en fait de les faire financer par la Confédération. Ce qui fait que les frais R&D vont être extrêmement réduits et on va pouvoir avancer sur des projets ambitieux sans que ça coûte trop cher aux entreprises. Il y a même certains calls InnoSuisse où la start-up ou la PME a besoin de mettre des ressources pour le programme mais n'a pas besoin de mettre du cash. Dans certains cas, il faut mettre du cash, dans d'autres, c'est pas la peine. Et donc ça, c'est des moyens de faire des projets ambitieux, finalement, sans que ça coûte trop cher à l'entreprise. Je pense qu'aussi, il faut avoir une démarche d'avancer par micro-pas, en quelque sorte, et de très vite chercher un retour sur investissement. Si on investit peu d'argent, quand je dis peu, c'est pas des millions, c'est même pas des centaines de milliers, c'est des milliers ou des dizaines de milliers, ce que beaucoup de PME peuvent quand même se payer. Et puis tout de suite d'aller chercher rapidement un retour sur investissement, et puis ensuite de faire le deuxième pas, de chercher le retour sur investissement sur le deuxième pas. Et cette politique de petits pas, finalement, elle peut payer et elle peut encourager les entreprises à commencer ce long voyage. Il faudra peut-être beaucoup de pas pour aller vraiment vers un objectif qu'on se fixe, mais chaque pas est justifié en lui-même. Et donc, faut y aller comme ça. Et puis, il faut surtout être humble et se dire qu'on ne sait pas tout. Et donc, il faut s'entourer de conseils, il faut s'entourer... moi, ça fait plus de 35 ans que je suis dans l'industrie, j'en apprends encore tous les jours. Et je suis toujours très, très content de me faire aider, éventuellement par des gens qui ont 20 ans ou 30 ans de moins que moi, et qui peuvent m'apprendre des choses sur peut-être pas sur mon métier, ma spécialité, mais sur son environnement et sur les interactions qu'on peut avoir avec d'autres. Et donc ça, c'est super intéressant. Et je crois qu'il suffit d'être ouvert et humble et puis d'avancer un pas après l'autre et puis on y arrive, quoi. Et c'est une bonne période de changement. Merci beaucoup, Philippe. Et on va laisser la place aux questions. Alors, je laisse les participants prendre la parole et si vous voulez bien vous présenter juste avant, c'est à vous. Michel Delabaïs, je travaille pas du tout dans le domaine actuellement de la digitalisation. Toutefois, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement de par aussi mon expérience passée. J'ai travaillé dans l'assurance de qualité, donc quand vous parlez des contrôles, ces choses-là, tout ça, ça me parle. Et puis, je vois un petit peu le domaine dans lequel vous êtes actif. Oui. J'ai travaillé avec InnoSuisse et institut œuvre de soutien. C'est aussi pour ça que je participe dans ces réunions ICT. Donc, merci aussi Delphine et puis Sandrine pour ça. Une question ici, c'est est-ce qu'avec ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on est encore en train de vivre par rapport au Covid, est-ce que pour vous, dans les discussions que vous avez dans votre entreprise ou peut-être aussi avec vos clients ou les coachs de InnoSuisse, est-ce que ça peut donner des nouvelles perspectives dans des développements futurs ou des réorientations de stratégie? Vous avez parlé notamment de les précautions que les entreprises doivent prendre avec leur data. Si on se lance dans
dans l'intelligence artificielle, le monde digital, il y a tout un volet qui est, je dirais, peut-être ignoré ou négligé par les entreprises. Est-ce que ça peut donner des pistes pour se dire, bah, tiens, il y a peut-être un créneau, quelque chose qu'on peut peut-être, par l'expérience qu'on a acquise et ce qu'on sait faire, développer une nouvelle stratégie? Question ouverte. La réponse générique et générale, c'est oui. Je vais vous donner un exemple, une anecdote un peu particulière qui concerne nous et nos développements. En fait, donc nous, par exemple, on fait des systèmes qui permettent à nos clients d'enseigner des choses à des machines. Donc leur montrer des exemples et la machine, elle apprend par l'exemple et ensuite elle est capable de reconnaître des choses, de comprendre des signaux, des capteurs et d'imaginer où la machine se situe par rapport à un modèle, etc. Et donc nos produits permettent aux clients de faire ça dans la machine. Et donc typiquement le scénario d'utilisation, c'est on a un technicien, si on reprend le contrôle qualité, on a un technicien qui va montrer à une caméra des bonnes pièces, des mauvaises pièces, et puis il va dire bah là ça c'est un défaut de catégorie A, B, C, D, ça c'est une bonne pièce, etc. Et puis après la machine elle est capable d'apprendre à quoi ressemble une bonne pièce ou une mauvaise pièce, et ensuite elle est capable de les classifier. Et donc nous notre scénario d'utilisation, c'est il y a un technicien qui est devant une caméra et qui passe des pièces. De la même manière qu'il formerait un opérateur ou une opératrice à faire une opération de contrôle visuel humaine. Et donc, quand le Covid est arrivé, en fait, on a eu le besoin que nos ingénieurs hard et soft, ils travaillent de la maison. Et donc, on avait notre caméra au bureau, parce que l'équipement, il était resté au bureau. Et puis, ils ont été obligés d'installer en fait un système qui fait qu'eux pouvaient interagir avec l'intelligence, disons, de la machine, de leur maison. Et en fait, ça a marché tellement bien qu'on s'est dit, mais on devra en faire une caractéristique de notre produit. Après tout, si le client il veut passer les pièces et montrer à la machine ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, bah, si son technicien, à cause du Covid, est obligé de rester à la maison, c'est dommage qu'il ne puisse pas travailler. Donc, on ne va pas le forcer à venir à l'usine, on va lui installer un système en réseau qui lui permet de faire ce travail de formation de la machine à partir de chez lui. Et donc, de cette nécessité qu'on avait de faire continuer à travailler nos ingénieurs, on en a tiré finalement une nouvelle spécification pour un développement. Et je pense qu'il y a... alors, on aurait été géniaux, et visionnaires et tout, ben, on aurait déjà prévu ça et on se serait dit, ah ben oui, on va mettre ça dans la spécification de notre futur produit. Ben, en fait, on n'est ni géniaux ni visionnaires et donc on a profité de cette opportunité pour faire un meilleur produit en fait. Et je pense que nécessité fait loi, c'est-à-dire que le fait de se retrouver le dos au mur face à des difficultés qu'on n'avait jamais vues avant, eh ben, on est obligé de réagir à ça, de s'adapter. Et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. En fait, ça va nous aider à définir des nouvelles stratégies, à définir des nouveaux axes de développement R&D pour permettre une encore plus grande autonomie des machines. Mais toujours, nous, on a toujours ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours un spécialiste du domaine, un humain derrière qui vient former la machine. Et donc, on va donner les possibilités encore plus grandes à ces humains d'interagir avec les robots et de les former. Voilà. Donc, c'est une petite anecdote, mais je pense que ça illustre bien votre propos. Ouais. J'ai été éduqué pour créer, pour prendre des choses, mettre ensemble et puis résoudre un problème, mais je me vois pas comme vous le dites. Mais voilà, un petit peu avec l'expérience, le vécu, on se dit, ben voilà, il faut qu'on apprenne sur ce qui est arrivé. Bien sûr, avant le Covid, on avait dit, là, la machine, elle sait le faire depuis pour que les gens ils soient à la maison. On a dit, mais le gars, il travaille du chapeau, ça ne va jamais arriver. Et puis voilà, c'est arrivé. Ça arrive. Non, mais c'est vrai que moi aussi, je suis ingénieur. Effectivement, on nous a formé le cerveau pour résoudre des problèmes et pas forcément pour les anticiper. Et ça, c'est peut-être un biais comme ça qu'il faut qu'on adresse et qu'on améliore.
c'est d'essayer d'anticiper. Bon, cela étant, quand on a créé Cogito en 2016, tout le monde nous disait, mais l'intelligence dans les machines, ça n'a pas de sens, c'est le cloud qui va tout faire, on enverra les données chez Amazon et Amazon, il donnera la réponse. Et puis, nous, on était là en disant, mais non, c'est pas possible, ça va pas marcher comme ça. D'abord, ça prend trop de temps, ça coûte trop cher, les données, elles sont pas protégées, etc., etc. Donc, on a tout un argumentaire qui fait qu'on démontre que c'est quand même beaucoup plus raisonnable de mettre de l'intelligence décentralisée. Donc, on a eu un petit côté visionnaire sur la vision globale, en disant ben, non, tout se fera pas dans le cloud, c'est pas possible. Il y aura beaucoup de choses qui se feront dans les machines elles-mêmes. Donc, de ce point de vue-là, on a été un peu visionnaire dans le sens où on a imaginé des problèmes que les gens ne se posaient pas encore et on a essayé de les résoudre avant qu'ils se posent. Par contre, il y a plein de choses qu'on découvre tous les jours en parlant aux clients et en étudiant leur... Et c'est en ça que le Covid nous embête parce qu'il nous empêche d'aller visiter des usines, il nous empêche d'aller voir les problèmes réels des gens et donc d'intégrer ça dans nos futurs produits, dans nos développements. Zoom, c'est très bien, mais franchement, il n'y a rien qui remplace d'aller faire une visite d'usine et d'aller parler à l'opérateur ou à l'opératrice et de lui dire, bon, c'est quoi vos problèmes au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité, pour faire que votre boulot il est plus productif, etc. Et donc ça, c'est un des effets Covid qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. C'est que Zoom, c'est bien, mais c'est quand même pas une vraie présence physique là où l'action se passe, quoi. Et ça nous manque énormément, ça nous manque beaucoup. Et pas seulement pour aller voir des clients chinois, mais aussi pour aller voir des clients français ou aller voir des clients allemands. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'industriels qui ne permettent pas de visite d'usine, par exemple. Même si on peut de nouveau se parler, pas se serrer la main, mais se parler face à face, on peut aller boire un café ensemble, on ne peut pas encore faire des visites d'usine. Et pour nous, c'est difficile. On a besoin de comprendre. Les données, c'est bien, mais comprendre d'où viennent ces données, comment elles sont utilisées, comment on peut en faire quelque chose pour aider le client, c'est quand même très, très important. Et on n'est pas totalement virtuel encore. Pas encore, et ça nous va bien comme ça. Oui, exactement. Merci beaucoup, Philippe. Nous arrivons à la fin du live talk. Merci pour ton témoignage et puis merci à tous d'avoir été parmi nous. Il y a le replay qui sera disponible sur la chaîne vidéo d'Alpacity. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux partages d'expériences. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été en Suisse. Merci Delphine. Absolument. On va aller en voiture. Allez. Exactement. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.